Philippe Pasqua est un artiste autodidacte. Depuis une trentaine d'années, il crée son quotidien à la mesure de ses ambitions démesurées. Son œuvre complètement hors norme s'inscrit dans la continuité de celle de ses maîtres, Francis Bacon, Auguste Rodin. La peinture, ça a été ma première inspiration, ma première envie de peindre vraiment m'acharner sur la peinture, les toiles, les sujets. Et là, aujourd'hui, j'ai découvert une nouvelle façon de m'exprimer, qui est la sculpture. C'est vachement intéressant parce que c'est en volume, les sujets sont illimités, les techniques aussi. Et tout ça réuni fait que c'est vrai que j'ai un petit peu mis la peinture de côté. Dans sa nouvelle exposition Borderline, Philippe Pasqua a mis son geste artistique au service d'une cause, la protection des océans. Ce qui l'a conduit à dépasser les formes habituelles de son art et à offrir au monde une vision apocalyptique du futur, où les espèces éteintes ressurgiraient à la surface comme un ultime avertissement. J'avais un projet visuel, j'avais déjà fait tout en 3D, imaginé dans le musée les pièces à leur place, dans les salles, etc. etc. Et donc je leur ai présenté ce projet visuel sur photo. Et à ce moment-là, moi je me suis posé une question, je me suis dit est-ce que c'est pas un peu prétentieux de ma part de présenter quelque chose et de me voir déjà dans les lieux, et ça pouvait être mal perçu. Et il y avait cette solution. Et la deuxième, c'était, et c'est celle qui est passée heureusement, c'était plutôt flatteur pour eux que je me sois investi sans savoir si je pouvais faire une expo chez eux. Ce musée a été créé par le prince Albert Ier pour réunir dans un même éclat l'art et la science. C'est donc une tradition historique que ce musée, qui est à la base scientifique, accueille également des artistes pour participer à cette mission d'explication, de médiation de la connaissance scientifique. C'est donc effectivement depuis 1910 que les artistes peuvent s'exprimer dans le cadre du musée océanographique. Depuis cette période, cette tradition a toujours perduré. C'est une volonté de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, de redynamiser ce lien entre art et science. Cette exposition, je crois, est l'illustration parfaite de ce que souhaitait mon arrière-arrière-grand-père, le Prince Albert Ier, en créant l'Institut océanographique de Monaco et ce musée, c'est de faire se rapprocher plus les deux grandes forces créatrices à son époque, et qui sont, c'est encore le cas aujourd'hui, de l'art et de la science. Quelle merveilleuse illustration de cette symbiose entre l'art et la science que cette exposition de Philippe Pasqua ici au musée océanographique à Monaco. J'étais un peu étonné que Philippe Pasqua s'intéresse au musée océanographique parce que nous ne sommes pas un musée d'art classique. Pourtant, Philippe m'a dit, écoute, moi, ça m'intéresserait de pouvoir exposer au musée océanographique. Mais il faudrait que tu me parles un peu plus des océans, quels sont les problèmes,
j'ai maintenant de jeunes enfants et j'aimerais quand même leur laisser un monde naturel en bonnes conditions, et je vois que les océans, ça ne marche pas. Donc je lui ai expliqué le problème de la surexploitation de l'océan par l'homme, la surpêche, le pétrole, le gaz, l'urbanisation du littoral, et je lui ai expliqué également la problématique des pollutions. Les pollutions par le plastique, les pollutions par le dioxyde de carbone, les changements climatiques, mais aussi les pollutions humaines par les médicaments. Et ça lui a parlé, il est reparti réfléchir pendant une petite année, et puis il est revenu avec des idées d'œuvres. Et là, je me suis dit, on a un truc formidable à faire. On a un peu discuté, on a échangé, il a fait évoluer quelques œuvres. Et puis, le projet d'exposition s'est dessiné. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureux d'accueillir cette exposition. Il a fallu à peu près 3 ans pour fabriquer toutes les pièces. C'était assez juste d'ailleurs à la fin. On n'a jamais assez de temps, et même s'il y avait eu 6 mois de plus, je pense qu'on aurait toujours eu un coup de bourre à la fin. Sur 3 ans, tout peut évoluer. C'est ma grande hantise d'ailleurs de ne pas faire évoluer les pièces et de me rendre compte à la fin qu'il manquait telle ou telle chose sur telle ou telle pièce. Mais avec le temps, on a pu régler tous ces problèmes. C'est dans cette usine au Portugal qu'a été réalisé l'assemblage et la fabrication d'une partie des pièces qui composent l'œuvre The Wheel of Time. Un carrousel en ruine où les T-Rex et les rats sont rois. Cette recherche sur la paléontologie remonte au crâne humain en fait. Les mêmes personnes qui me fournissaient les crânes humains, ils allaient aussi déterrer des squelettes et ils fournissaient les musées en toutes sortes de choses comme ça préhistoriques. Ce qui m'a emmené à avoir l'idée du T-Rex. Alors, ma première rencontre avec Philippe, c'est d'abord une histoire d'os, autour de crâne humain et d'un squelette de tyrannosaure. Et Philippe, en tant qu'artiste, a été fasciné par ces os, par l'ostéologie, par aussi la puissance de ce squelette d'un animal disparu il y a des millions d'années, 70 millions d'années pour être plus précis. Et moi-même, en tant que paléontologue et scientifique, j'ai toujours été attiré par l'interaction entre la science et les arts. Comme un peu ma façon de penser, je pense que la science, comme les arts et la culture, sont toujours en phase ou en opposition de phase avec la société dans laquelle elles sont. Et donc, ensemble, ça permettait de montrer nos visions différentes, les rejoindre aussi dans un contexte de société actuellement, et de montrer un peu tout ce que la science peut apporter à l'homme moderne et tout ce que l'art peut apporter de rêve et de concrétisation à la science. Je voudrais qu'elle soit plus bas, ça me gêne qu'elle soit au-dessus, parce que je voudrais qu'elle est, à la limite même, ouais, il faut qu'elle soit abîmée, elle est trop clean, elle est trop propre cette chaise, il faut qu'elle, je sais pas moi, il faut virer un, puisque le T-Rex comme ça il va être dessus, mais elle est trop neuve, elle est trop encore pas abîmée. Ce qu'on peut faire, ouais, c'est éventuellement commencer à la plier ici, lui mettre des coups comme ça, pour qu'elle incline un petit peu, genre quand le T-Rex il a mis la patte dessus, donc lui c'est lui qui l'a. Exactement. C'est lui qui l'a déformé. C'est possible. On y va? Allez. On va la plier comme les potons, on va l'abîmer, on va la casser comme si quand le T-Rex est venu dessus, c'est lui qui l'a éclaté un petit peu. Alors là, on va la foutre sous presse, on va la déglinguer un peu. Même la JP, mais quitte à la faire partir en biais, vous voyez. Mais il faut la redescendre rétro. On va la faire ensemble? Ouais, on va la faire ensemble. Donc, je vais demander à Jean qui vienne. Ok. Ensuite, vous attaquez les palettes en acier. Parce qu'après, il y a des palettes qui vont être comme ça. Et il y en a un qui va être posé sur une palette. Comme s'il marchait sur la palette, comme ça. Il y a ça qui le gêne, et dessus, on s'en fout. Ça va être une jambe là, qui agrippe comme ça. Non, les deux là. Là, ou là et là. Non, sur la barre. Sur la barre? C'est mieux. Ouais. Ok. Vous pouvez monter sur la chaise, hein. On s'en fout. C'est solide, hein. C'est important qu'on sente qu'il vraiment, il a sauté sur la chaise, il est là, il cherche ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va bondir ou est-ce qu'il va... Oh putain, merci.
Levanta aí, levanta um pelinho, levanta um pelinho. Ah, bora. Les côtes, est-ce que ça va beaucoup bouger ou est-ce qu'on peut commencer à pressouder pour mettre les côtes, tout ça? Non, non, ça va pas trop bouger. Non, moi c'est plus des inclinaisons Ça va vers être, le sol. ça va être ce qu'on va faire, on va taper ici beaucoup. Moi j'aime bien quand elles sont regroupées parce que ça fait pas arête de poisson. Par exemple celui qu'on vous a montré en photo, quasiment elles se touchent. C'est super joli parce que c'est puissant. Plus elles sont serrées comme ça et moins on a cet esprit. Si on a une petite courbe, là elles seront un peu écartées, là automatiquement elles seront plus resserrées. D'accord, oui, Donc, c'est normal, oui, bien sûr. Et bien ce qu'on fait, on fait peut-être toutes les colonnes, toutes les côtes. Après on n'a plus qu'à mettre les jambes et le cou. Et la queue, c'est la touche finale. Ouais, dans le confort. Alors là c'est c'est très très beau là, j'adore. Je pense que c'est bien là. Peut-être ici. Mettez-la debout, on va taper là. On le met là, ouais, tranquille. Voilà. Et là on met la chaise, on voit ce que ça donne. Allez, go. Puis après, on a toutes les positions, tout est bon, hein, les hauteurs, les machins, les trucs. Tu lèves la tête, Les pattes, voilà, lève la tête, on lève la tête. on arque un peu en levant la tête. Ouais, c'est comme le bout par terre, le bout blanc là. Et ben, en avant. Et après, souder toutes les petites bricoles et puis... Les bras, tu t'en fous. les bras c'est comme ça, hein. De toute façon, ils sont tellement plats. Ouais, c'est ça, c'est comme ça, partout les trucs, les bras, le petit truc, tiens les bras, les petits trucs partout, c'est tout. Allez, c'est parti. On est bon. Je crois qu'on a fini. Hein. Juste c'est cette juste là, donc oui on rehausse, pareil les deux. Après, moi je me débrouille. C'est bon. Allez, go. J'ai trouvé l'idée trop évidente. Donc à l'inverse de la normale, ce n'est pas le manège qui tourne ou qui va tourner, mais nous. C'est une façon pour moi de représenter le cycle de la vie. L'art a une vraie raison d'être, ça c'est sûr, parce que si on peut, grâce à l'art, faire bouger les choses plus vite, c'est magnifique. Et si c'est ça notre mission, il faut y aller parce que ça nous enlève rien, on se régale toujours autant et c'est tellement beau de créer, il faudrait que ce soit aussi beau
pour la planète et pour tout ce qu'il y a sur la planète. Le storage, c'est un lieu qu'on a ouvert en 2009 avec Philippe. Le but, c'était de pouvoir montrer le travail de Philippe dans son ensemble. Ça sert de base. D'ici partent les œuvres pour les galeries. On a travaillé pendant des années avec des fonderies françaises qui ont dû mettre au point toutes ces techniques pour arriver avec la finesse des petites branches d'olivier, la finesse des feuilles, à ce que ce ne soit pas détruit quand on démoule. Notre rencontre avec Philippe a eu lieu il y a maintenant quelques années et notre collaboration plus étroite a eu lieu il y a 5 ans quand la galerie a déménagé sur la galerie de Montpellier. La première expo qui s'appelait Restriction a eu lieu en 2014 sur un travail assez conventionnel, c'est-à-dire sur des portraits, un travail de peinture assez classique de Philippe en noir et blanc. C'était un peu la thématique de la couleur, et 2 sculptures qui étaient exposées, les fameuses vanités, des œuvres un peu emblématiques des sculptures de Philippe. Une qui était en bronze doré poli et une qui était chromée, où dans la partie arrière de la galerie, il avait fait toute une installation de glace. Ça va fissurer. Fais gaffe, hein. Bah, elle va pas tomber. C'était presque plus pour moi une installation qu'une pose de sculpture. On a la surface pour pouvoir préparer les projets qui iront dans les musées. Donc quand Monaco se fait, c'est parce qu'ici on a déjà testé la hauteur des oliviers qu'il faudrait avoir, on a déjà testé la surface que prend un manège comme ça, le recul qu'on doit avoir. Pour les méduses, on a mis le bac ici pour préparer voilà, et la face-off qui est à l'extérieur, etc. Elles peuvent être aussi adaptées à certaines circonstances. Par exemple, quand il faut rentrer un olivier de 7 mètres ou de 8 mètres à l'intérieur de Monaco, au premier étage par une fenêtre, évidemment, on a dû rectifier certaines choses pour avoir les branches démontables, pour avoir les caisses de transport aussi adaptées. De toute façon, je pense que c'est le travail aujourd'hui des artistes qui font des œuvres monumentales, c'est d'aussi faire en sorte qu'elles puissent être transportables. Voilà, donc c'est la cire, il est en train de mouler en fait les branches sur lesquelles on va après souder les rameaux. Donc après tout ça passe au four. Chaque plot fait juste un petit rameau. Imaginez un petit peu la complexité de production. C'est encore un moule, donc là c'est une écorce d'arbre. On obtient cette texture conforme à la pièce voulue.
Éric de Remaux, je suis galeriste depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai rencontré Philippe Pasqua il y a maintenant près de plus de 20 ans déjà. Chez Philippe, il y a cette particularité déjà d'être un autodidacte. Et ce côté autodidacte est peut-être d'un côté quelque chose de contraignant, mais en même temps, c'est ce qui lui a peut-être le plus de liberté. Et cette liberté l'a amené à travailler justement la peinture de façon expressionniste, donc de travailler la chair, de travailler l'esprit. Et en même temps, ça l'a amené, étrangement, il y a quelques années, à la sculpture. Chez Philippe, il y a aussi cette envie de faire toujours plus grand, plus fort, plus spectaculaire, mais aussi plus surprenant, plus saisissant, plus effrayant. Et ça donne des questions, mais à laquelle il a réussi à répondre avec juste une seule pièce qui s'appelle Face Off, qui est une sculpture qui allie une jeune fille qui s'appelle Laura, qui l'a suivie pendant des années, et qui est un mélange entre la peinture, ses vanités et ce monde de la sculpture monumentale qu'il développe aujourd'hui. Et au travers juste d'une pièce, sans forcément développer de mots, on peut comprendre son passage de l'un à l'autre. Donc c'est assez simple, avec Philippe, il n'y a pas de mots, on passe par l'œuvre, et l'œuvre qui justement fait ce lien, c'est cette sculpture, Face Off. La partie droite de cette sculpture dessine un visage calme. La partie gauche, quant à elle, est comme déchiquetée. La peau en lambeaux dévoile alors un crâne. Cette vanité, selon le terme utilisé pour évoquer une représentation allégorique de la mort, du temps qui passe, est une façon de représenter notre condition d'humain, de nous rappeler que sous le visage de la vie se cache toujours une tête de mort. Il y a quelques années, Philippe Pasqua avait peint le portrait d'une enfant trisomique. Par la suite, il en fit une sculpture, d'abord en pierre, puis en plomb. Avec ce métal malléable, il ouvre une partie du visage et y incruste un crâne, ce qui est depuis toujours un de ses sujets récurrents. Le succès de cette exposition, qui est un succès au niveau du public, je pense, va placer Philippe comme étant un des très grands artistes français. Et je crois sincèrement que sur cette exposition hors norme, puisque vraiment c'est absolument fantastique, il se place aujourd'hui à l'égal des très grands artistes d'art contemporain internationaux. Ma première rencontre avec Philippe, physique, c'était chez lui au Portugal avec David et Arnaud. C'était consécutif à une visite, il y a un an tout juste, de David et Arnaud d'Adé Galerie à mon bureau. Ils m'appellent en disant on veut te voir. 10 minutes après, ils étaient au bureau. Ils me montrent une photo d'une tortue préhistorique, d'un projet de tortue préhistorique en bronze. Et ils me disent, voilà, c'est pour l'exposition Borderline à Monaco que Philippe Pasqua va faire, on cherche les mécènes, est-ce que ça t'intéresse? 10 minutes plus tard, l'affaire était dans le sac, ils sont repartis bosser moi aussi. Et quelques semaines après, ils m'ont proposé d'aller le rencontrer pour découvrir davantage son univers chez lui et à Lisbonne. Et on est allé avec mon épouse et eux deux, chez Philippe. Et puis on a découvert un personnage, un individu très attachant, quand on gratte derrière la timidité de premier abord. Et des œuvres, notamment des dessins qu'on a découverts et qui nous ont enthousiasmés sur la scène, sur la roue du temps et bien d'autres. Et donc on a accroché ensemble, humainement d'abord.
Et puis sur les œuvres qui sont des œuvres fortes, dérangeantes, comme sa peinture, et qui ne sont pas vides de sens comme on l'entend régulièrement. Quand on va chercher un peu derrière, on peut y mettre énormément de choses. L'exposition Borderline qu'il fait, en plus, c'est sur des thématiques de sauvegarde du monde animal, du monde marin, du rapport de l'homme à la nature, thématiques auxquelles on est très sensible. Et c'est la raison pour laquelle on a complètement dit oui à la proposition qui nous était faite de participer à cette exposition via notre mécénat et nos acquisitions. Et en plus, pour le compte d'un artiste qui nous croyons complètement, mon épouse et moi-même, il mérite d'avoir un statut d'artiste d'envergure mondiale. La dernière œuvre faite pour l'Union européenne, un aquarium assez choquant, frappant, explicite par rapport aux déchets qui pouvaient polluer les océans. Et en vidant un aquarium, en changeant complètement d'aspect, en allant ramasser carrément au fond de la mer la vérité, c'est-à-dire ce de quoi on parle réellement, on s'aperçoit effectivement que le fond est assez peuplé de choses qui ne devraient pas y être. Des plongeurs sont descendus et ont remonté plein de choses qu'ils ont retrouvées au fond. Le fond des mers, pour moi, c'est un sanctuaire. On l'a profané en jetant des choses qui l'abîment et qui polluent. Il faut qu'il y ait des choses qui flottent. Ça va être marrant aussi, il y a des choses au-dessus. Une bouteille. Il faut qu'il me refasse tout bien, que ce soit beau. Comme le fond noir, c'est trop beau. J'aimais bien ce côté très visuel et très coloré de la tête de clown, très symbolique aussi, puisque le clown est censé être un être assez démoniaque. C'est comme s'il sortait des ténèbres, et lui là il sort des toilettes, et avec sa tête il lève la cuvette, et puis là, ses mains il s'agrippe comme ça pour voir ce qui se passe. On va découvrir ce bac pollué au milieu d'autres bacs où tout est beau, tout est pur, qui n'a rien à faire là, mais pourtant qui reflète la réalité. Les hydrocarbures est aussi un problème très particulier. Il faut absolument mieux encadrer cela. On est devenu assez proche avec toute l'équipe du musée qui est assez exceptionnelle. Ça a été assez facile puisque tout le monde a été super gentil, super enthousiaste et vraiment très agréable, y compris Robert, donc, qui est le directeur du musée. Vraiment, j'ai trouvé des gens exceptionnels. Bien entendu,
En voyant cette falaise surplombée par le musée, Philippe Pasqua a tout de suite eu l'idée d'y accrocher des oursins, petits animaux ayant justement pour habitude de s'accrocher aux parois rocheuses. Il a fait scanner le petit animal marin et l'a reproduit à l'identique, à une immense différence près, l'échelle. Car si l'oursin mesure généralement entre 5 à 10 cm, ceux de Philippe Pasqua font 5 mètres de diamètre chacun. L'artiste voulait leur donner cette taille pour qu'ils puissent être vus de loin, d'un bateau ou dans l'air comme vus d'un hélicoptère ou d'un avion. Comme on peut les voir entre 2 vagues ou 2 marées. Pasqua a intitulé cette œuvre Soleil Noir, en référence au rayonnement de leur piquant et à la couleur de l'acier peint. Et puis Soleil Noir est également le nom de certaines espèces d'oursins. Le 1er mai, le souverain s'est libéré pour faire une visite privée de l'exposition à 18h30. Vous avez une idée du format? Oui, bien sûr. Là, c'est un nombre le plus restreint possible. C'est pour découvrir l'exposition. C'est assez inspirant de voir les lieux avant l'expo. Vu l'envergure du musée, j'avais vu une dizaine de pièces, mais d'assez grande taille. Comme ça, elles s'intègrent dans le musée. Il n'y avait pas besoin d'en mettre beaucoup plus. C'est pour moi la plus représentative justement de ces tortues empêtrées, emmêlées dans les filets dérivants qui les tuent. Pour moi, c'était pas plus juste que cette sculpture et qui est en même temps une très belle sculpture, je pense. Quand j'ai réfléchi à ces pièces, il fallait aussi que ça reste moi. Il fallait pas que ça devienne que pour la cause. Il fallait aussi que ça reste des œuvres d'art et des œuvres d'art assez puissantes. Et ça a été un exercice très agréable d'ailleurs à faire, de s'impliquer comme ça et de fabriquer des pièces avec un sujet et pour une cause bien précise. Maintenant, on envoie l'invitation. Voilà. Avec un carton. Qu'est-ce que tu penses pour le... J'aimais bien le face-à-face avec le requin, toujours la même. Sinon, je vous ai envoyé là tout à l'heure un peu tardivement parce que j'avais une autre image en tête, mais ça, je sais pas si c'est... Il faudra 2 visuels dans tous les cas, un pour le 3 et un pour le 12, et après, c'est un peu à vous. Alors, il faut que je vous donne les visuels, mais dans la semaine, là, ou demain. Visuel de la tortue. L'œuvre s'intitule Le chant des méduses. Elle doit son titre au fait que les méduses émettent un son. Or ici, elles ne chantent plus. Victimes du réchauffement climatique et de la pollution, elles viennent aujourd'hui s'échouer sur les côtes avant d'être jetées en tas dans des containers. Pour donner symboliquement plus de dignité à leur mort, Philippe Pasqua les a lui aussi mises dans un container, mais d'un blanc immaculé. De taille et de formes différentes, il en a réalisé plusieurs centaines, toutes en verre, parfois chromées, pour rappeler l'aspect brillant, translucide et très fragile de ces animaux.
Cette gigantesque tortue en bronze, prise au piège dans un filet de pêche, comme crucifiée dans son linceul de maille, avec ses bouées en plastique, évoque la tragédie des animaux marins en voie de disparition. Pour réaliser cette sculpture, Philippe Pasqua s'est fait prêter un immense squelette de 5 mètres d'envergure, de l'ancêtre préhistorique de la tortue, et l'a fait mouler en bronze, puis polir. Je voulais qu'elle soit comme une déesse recouverte d'or, indique-t-il, comme une sainte, comme une icône. La noblesse de l'animal est ici mise en contraste avec l'indifférence humaine. Borderline, je suppose que le titre n'a pas été choisi au hasard par Philippe, et on est effectivement dans la démesure des objets, dans la démesure du projet, mais bon, pour nous, paléontologues, remonter des squelettes de dinosaures de grande taille, c'est un petit peu une habitude, donc c'est des enjeux qui nous ont séduits, et on a relevé le défi. Philippe m'a appelé il y a 4 ans pour me dire « je suis à Monaco, je suis à l'Institut océanographique, je suis en face de la baleine », baleine que je connaissais bien puisqu'on avait participé au nettoyage et au remontage de la baleine il y a plus de 20 ans. Et il m'a dit, j'ai une idée, j'ai une vision, est-ce que tu peux faire une baleine, un moulage symétrique qu'on mettrait en dessous, comme un reflet dans l'eau de cette baleine majestueuse, pour exprimer un petit peu la puissance de ces mammifères marins qui sont malheureusement en danger actuellement. Cette aventure, cette expérience qui ne se résume pas non plus à la baleine, puisqu'on a aussi intervenu sur la tortue, les bébés rex et le carcharodon mégalodon et les mâchoires, c'est un challenge, c'est une vraie aventure. Et avec Philippe, c'est toujours des aventures qui vont nos limites. Des aventures humaines, très riches, beaucoup d'échanges, beaucoup d'amitié et beaucoup de rêves aussi. Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur de voir tout ça concrétisé dans l'exposition. Fasciné par l'immense squelette de baleine, 18 mètres de longueur, suspendu au musée océanographique, Philippe Pasqua en a sculpté son double. Devant l'impossibilité matérielle de pouvoir travailler sur le squelette, l'artiste a décidé de le reproduire à l'identique et d'accrocher sa sculpture à l'envers pour donner l'illusion de son reflet. L'effet miroir marche d'autant mieux que la partie inférieure de Pasqua, réalisée en fibre composite chromée, permet une parfaite réflexion de la partie supérieure mate en os véritable. L'œuvre s'intitule Narcisse, mais ici la baleine ne se noiera pas dans son image. Abondamment chassée, elle est pourtant en voie de disparition. Son double annonce-t-il son fantôme? Le fantôme de la baleine, tout de blanc drapé.
Monaco, musée océanographique, c'est l'aboutissement de 4 longues années de réflexion et de travail avec le musée, avec le Prince et ses services, afin ici d'afficher notre volonté de soutenir, et au travers de l'art contemporain et le travail extraordinaire de Philippe, qui exprime là tout son talent, la volonté qui est la nôtre de porter en avant des messages forts, qui sont ceux de la préservation des espèces, de la sauvegarde des océans, et ce qui me tient particulièrement à cœur, les économies d'énergie, le moyen d'atteindre ces économies d'énergie et tout ce qui permet de faire prendre conscience qu'il faut sauver cette planète et que ça passe par des efforts de chacun. Et la culture est un point d'accès fondamental en ce sens. Philippe est un ami, j'ai immédiatement réagi à son projet. J'ai été très touché, il y a des pièces très fortes, bien sûr le requin devant lequel je me tiens, qui est iconique de cette manifestation et de son travail, mais également la tortue et bien d'autres œuvres que je vous invite à découvrir au sein du musée océanographique. Je sais la qualité de son travail, la qualité de sa réflexion, nos efforts communs pour arriver à cette exposition avec le soutien du Prince et ses services et du musée. Et j'espère que cette démarche importante permet d'atteindre notre objectif pédagogique, d'inciter le nombre le plus large au travers de l'art, de sauver les océans, sauver les espèces et améliorer le bon fonctionnement de la Terre. Golgotha. Philippe Pasqua a eu l'idée de cette œuvre en voyant un olivier vieux de 3000 ans. De l'arbre, il ne restait que le tronc, noueux, mort, monumental, et déjà en lui-même une magnifique sculpture. Pasqua l'a moulé en bronze, puis a rajouté un riche feuillage noir avant d'encastrer l'ensemble dans du béton, comme s'il s'agissait d'un sol en terre. Il a pensé au mont des Oliviers, puis à cette autre colline au nord de Jérusalem, le Golgotha, où selon les évangiles, eut lieu la crucifixion du Christ et qui, selon certains historiens, est parsemé des crânes des suppliciés restés sur le site. Pasqua en a incrusté plusieurs au pied de son arbre. Fidèle au thème de la vanité très présent dans son travail, il a dispersé des papillons sur les branches en signe de l'élévation des âmes. « 10 tonnes, 7 mètres de diamètre, 6 mètres de hauteur. Le manège ne tourne pas. Il nous faut donc tourner autour pour découvrir sa complexité. Les nombreux éléments qui le constituent. Des squelettes de Tyrannosaurus rex, des rats, une chaise électrique, une ombrelle, un tronc d'arbre millénaire et les différents matériaux qui le composent. Du bronze, de l'acier, de l'aluminium, et même de la dentelle que Pasqua a fait coudre au Portugal, là où il est installé. La roue ne tourne pas, le temps non plus. Il semble s'être arrêté, figeant les choses dans leur mouvement ou dans leur pose, mélangeant et juxtaposant les époques, de la préhistoire à la période contemporaine. Cette exposition de Philippe Pasqua, Borderline, ici au musée océanographique de Monaco, est un moment tout à fait étonnant et particulier. Et je crois qu'elle souligne bien non seulement la gravité de la situation qui concerne les mammifères marins ou la vie des océans, mais aussi notre vie sur cette terre, la difficulté que nous avons à aborder certains problèmes et ce qui pourrait nous arriver, auxquels nous allons devoir faire face, notre survie sur cette planète. Et je crois que Philippe Pasqua l'a fait de façon extrêmement marquante, extrêmement puissante. Je crois que c'est un message très très fort
Et je pense que les jeunes seront aussi très très intéressés par tout ce qui est présenté. Alors bien sûr, il y a des œuvres spectaculaires, comme le requin, comme la tortue, mais tout cela, ce sont de vraies espèces. Il a réussi à faire ses œuvres en copiant des espèces qui ont existé, qui sont éteintes maintenant. Mais je pense que sa vision des dangers qui se présentent à ces espèces emblématiques qui n'ont pas survécu, les dangers qui menacent celles qui existent, sont bien réels. Et je pense que ça aidera aussi à une prise de conscience globale sur ces problèmes. Réconcilier l'humanité et la mer, c'est donc la mission des explorations de Monaco, et le Yersin en sera l'outil. Vivez au sein des mers. Là seulement est l'indépendance. Je ne reconnais pas de maître. Là, je suis libre. Je vous remercie. Should be scared. Qui pourrait effectivement avoir peur maintenant que cet immense requin de près de 10 mètres et de 13 tonnes est terrassé? Pour réaliser cette œuvre, Philippe Pasqua s'est inspiré de l'image d'un mégalodon, l'ancêtre du requin. Il a reconstitué l'animal à partir d'un fichier numérique, puis l'a sculpté en inox, comme s'il avait une carapace en acier. Pour dénoncer la tuerie abusive de ces poissons, l'artiste l'a ici crucifié, ou pendu à une potence, et exhibé comme un trophée de pêche, livré en pâture aux yeux de tous. Malgré son armure flamboyante, rutilante au soleil comme un diamant, la peur a changé de camp. Pourquoi ce titre, Borderline? Parce qu'à Monaco, lorsqu'on regarde au loin, on voit une ligne qui sépare la mer et le ciel. Certains jours, cette démarcation est plus floue que d'autres. La limite semble se déplacer. Philippe Pasqua aime l'idée de cette incertitude, de cette frontière indécise. Et puis borderline est un terme qui résume bien sa façon de vivre. Il est tellement impliqué dans ce qu'il crée qu'il tutoie souvent la limite.